Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandra Soum qui vient nous présenter son nouvel album Paris est une fête. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Né à Moscou, vous débutez l'apprentissage du violon à l'âge de 5 ans sous la direction de votre père, également musicien. À 8 ans, vous déménagez à Vienne pour poursuivre votre formation auprès de Boris Kouchnir, célèbre professeur. Vous vous faites rapidement remarquer sur la scène internationale, gagnant des concours prestigieux et en vous produisant avec des orchestres renommés. Vous jouez un répertoire varié allant de la musique baroque à la musique contemporaine. En dehors de votre carrière musicale, vous êtes très engagé dans les projets éducatifs et sociaux. Vous avez cofondé l'association Esperanzart en 2012, visant à rendre la musique accessible au public défavorisé. Vous donnez également des masterclass à la Musica Mundi School et êtes professeur à la Hochschule de Vienne. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant votre interprétation de l'Allegretto Tranquillo de la sonate en sol majeur opus 13 d'Édouard Grieg. David Cadouche est au piano.
L'Allegretto tranquillo de la sonate en sol majeur opus 13 d'Édouard Grieg. Notre invité Alexandra Soum était au violon, David Cadouche était au piano. Dites-nous Alexandra, avez-vous été ce qu'on appelle un enfant prodige? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. On m'appelait comme ça. Moi, évidemment, je ne le ressentais pas comme ça. J'étais une enfant qui devait beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Et ça ne me dérangeait pas parce que quand je ne travaillais pas, je jouais moins bien sur scène. Et ça, par contre, ça me dérangeait beaucoup. Donc, j'avais très bien compris assez tôt que si je voulais être heureuse sur scène, il fallait beaucoup travailler avec tous les sacrifices qui vont avec et qui, bien sûr, n'ont pas été toujours faciles. Et notamment, comme vous l'avez dit, de partir très tôt de la maison. De voyager très tôt en compagnie aussi de mon professeur qui faisait des tournées avec d'autres de ses élèves plus âgés comme Julian Rachlin ou Nicolas Snyder. Donc je partais souvent en voyage avec eux pour voir ce qu'était la vie d'adulte alors que j'étais une enfant. Alors une enfant qui travaillait beaucoup, prodige, il paraît, mais je ne l'ai pas senti comme ça. Vous n'en avez pas souffert donc? Un peu quand même. J'ai pas souffert de l'appellation, mais bon, je vais pas mentir, c'est pas facile quand même d'être loin de sa famille très jeune. Avec mon professeur, on travaillait parfois la nuit, très tôt. Il pouvait me réveiller n'importe quand pour travailler. Bon, ça, j'aimais bien parce qu'il fallait toujours être en forme. Donc, c'était un petit peu un challenge. Mais il faut le dire, comme c'est, la vie de soliste, et surtout à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence, on se sent souvent déjà assez seul dans ces années-là, et d'autant plus quand on est soliste. Donc, c'est vrai qu'assez vite, je me suis rapprochée, en plus des concertos, de la musique de chambre, en faisant des académies pour quand même être entourée d'enfants de mon âge, parce que sinon, ça aurait été très difficile. Alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Alors, il y avait d'abord mon père, qui travaillait avec moi quand même vraiment jour et nuit, qui a vraiment sacrifié beaucoup de sa propre vie, de sa santé pour travailler avec moi. Et c'est jamais facile entre les parents et les enfants, et il a été vraiment extraordinaire. Et ma mère qui est pianiste aussi, donc jouait beaucoup avec moi. Seiji Ozawa était définitivement un de mes plus importants héros, professeur. J'ai participé à son académie de musique de chambre de l'âge de 15 ans jusqu'à 27 ans chaque été en Suisse. Et là, on travaillait le quatuor à cordes avec de très grands pédagogues comme Nobuko Imai, Pamela Frank, Sadao Harada. Et là, j'ai vraiment construit ma pensée de chambriste et de travail sur le son, parce qu'avant, bien sûr, je travaillais énormément la technique, la puissance pour les concertos. Et là, je suis rentrée dans une autre étape de qu'est-ce que c'est que la réflexion sur l'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète un texte? Qu'est-ce que ça veut dire L'échange musical? L'échange musical, bien sûr. De toujours douter, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris de Seiji, parce que jusqu'au bout, quand il nous dirigeait, le soir, on se mettait tous les quatuors à cordes se mettaient ensemble en formation d'orchestre de chambre, d'orchestre à cordes. Et très souvent, il arrêtait la répétition en nous demandant notre avis sur ce qu'il fallait faire. Et il doutait toujours, même à 80 ans. Et ça, c'était vraiment une très très grande leçon d'humilité. Et c'est pas le secret de la jeunesse de douter, d'être toujours en quête? Si, je crois. En tout cas, l'un des secrets, c'est sûr. Oui, absolument. Alors, vous avez étudié avec le célèbre professeur Boris Kouchnir. Comment décririez-vous son enseignement? Alors, il faut savoir qu'avant de déménager à Vienne, mon papa avait fait une espèce de tournée européenne des professeurs, sans me le dire. Je l'ai su beaucoup, beaucoup plus tard, vers 20 ans. Il a fait cette tournée pour trouver le bon professeur pour moi. Donc, il allait écouter des cours de profs pour voir si ça allait matcher avec moi. Et il est en effet, il a très bien choisi, puisque je suis restée pratiquement 20 ans avec Boris Kouchnir, donc c'est quand même énorme. Alors pas à la fin plus autant qu'au départ, mais quand même très longtemps. Donc on peut dire que c'était un peu mon deuxième papa. Son enseignement était extrêmement cérébral, ce qui était parfait pour moi, qui suis une très grande sensible, très émotive. Donc il me fallait surtout pas un prof comme moi, il fallait vraiment un équilibre. Donc avec Kouchnir, on travaillait parfois une ligne pendant 2 heures, et c'était extrêmement cérébral. Il fallait absolument tout analyser, dans quelle partie de l'archet on était. Je me souviens quand on travaillait pour choisir les doigtés ou les coups d'archet, donc dans quel sens on tire l'archet. Il avait une dizaine de partitions, d'éditions différentes de la même œuvre pour pouvoir comparer. C'était une espèce de laboratoire gigantesque, et c'était épuisant et à la fois incroyable, puisque
On le sait que dans la vie, dans la vraie vie, on a beaucoup moins de temps pour travailler les pièces. Donc, surtout dans les festivals où ça va très très vite. Et donc avec lui, c'était exactement l'inverse. Parfois, on travaillait sur un concerto pendant 2-3 ans. Et donc à la fin, c'était intégré dans l'ADN. Voilà. Et d'ailleurs, Tzigane, qu'on a gravé sur ce disque Paris est une fête, c'était la première pièce que j'ai travaillée avec lui quand j'avais 9 ans, lors de mon tout premier stage chez lui. Et en tout cas, tout ce qu'il m'a dit à l'époque, c'est resté vraiment intégré, d'une certaine façon. Alors aujourd'hui, vous enseignez, Oui. notamment à la prestigieuse Hochschule de Vienne. Oui. Quel message principal cherchez-vous à transmettre à vos étudiants ? Je dirais 2 choses principales. D'abord, la curiosité. De rester toujours très, très curieux, c'est un énorme problème dans les générations actuelles. Comme on a accès à tout le temps, très vite, on oublie tout le temps, très vite. Et on s'intéresse de moins en moins aux choses qui n'ont pas à voir avec notre instrument. Donc j'essaye de transmettre l'amour de la peinture, l'amour de la poésie, de tout ce qui peut relier à l'art, bien sûr à l'histoire aussi, c'est essentiel pour comprendre le contexte des œuvres et comment les transmettre au mieux. Donc la curiosité et l'esprit critique. Parce que très souvent maintenant les élèves, pour apprendre une œuvre, vont tout simplement sur YouTube et copient ce qu'ils y entendent sans... Alors c'est très bien d'écouter des avis différents, mais faut-il savoir écouter. Comment écouter ? Qu'est-ce qu'il faut écouter ? Donc j'essaye même de faire des cours d'écoute avec mes élèves, parce que je ne peux pas les empêcher, bien sûr, de comparer. C'est très bien aussi d'écouter des anciens, mais d'essayer de se baser d'abord sur le texte et leur intime conviction de quelque chose, quitte à ensuite aller écouter des grands maîtres. C'est très important dans la construction aussi, mais pas trop. Alors, quelle place occupe la technique dans votre enseignement ? Toujours la technique au service de la musique. Mais sans technique, on ne peut rien faire. Si on doit jouer du violon et réfléchir à comment on joue du violon, on n'est déjà plus avec le compositeur à ce moment-là. Donc, mon but, c'est de donner à mes élèves le plus de liberté technique possible pour qu'ils puissent eux-mêmes, comme ils le souhaitent, et comme le souhaite le compositeur, bien sûr, le mettre au service de l'œuvre qu'ils sont en train de jouer. Alors, je vous propose de retourner à la musique en vous écoutant dans un extrait de la Cinéma Fantasy pour violon et orchestre opus 58B de Darius Milhaud. Donc Alexandre Assoum, notre invité, est au violon. L'orchestre de chambre Péléas est dirigé par Benjamin Lévy.
La Cinéma Fantasy pour violon et orchestre opus 58B de Darius Milhaud. Alexandra Soum était au violon. L'orchestre de chambre Péléas était dirigé par Benjamin Lévy. Un extrait de l'album Paris est une fête, paraissant chez Fuga Libera. Alors Alexandra, vous avez participé à de nombreuses créations contemporaines de compositeurs comme Christophe Maratka, j'espère que je prononce bien, Benoît Menu, Émile Dams ou Éric Tanguy. Est-ce que ces collaborations avec des compositeurs vivants ont modifié votre approche des œuvres de compositeurs morts? Absolument, et c'est une excellente question. Oui, ce sont 4 compositeurs qui sont très différents, évidemment avec des styles qui n'ont rien à voir. Avec Émile Dams, c'est un peu différent parce que c'est mon conjoint, donc évidemment c'est encore un autre rapport à la création. On travaille quotidiennement, quasiment on peut dire ensemble, quand il écrit des œuvres pour moi. Il accepte vos suggestions? Ça dépend des fois. Oui, mais il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Mais en même temps, je suis l'interprète, donc je suis au service de sa musique. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans le rapport que j'ai avec la musique en général. C'est d'abord le compositeur, puis l'interprète. Et oui, mais je suis toujours surprise, en effet, de la liberté que les compositeurs donnent à leurs interprètes, beaucoup plus que ce qu'on aurait tendance à penser, parce que quand on est devant un texte et qu'on veut bien sûr le rendre au mieux au public, on a toujours un peu peur de faire un faux pas. Est-ce qu'il aurait aimé, pas aimé? Bon, on ne peut pas savoir. Donc je crois que une chose essentielle, c'est de savoir quelle est notre liberté, l'amplitude de la liberté qu'on a par rapport à l'œuvre qu'on joue. Dans Mozart, c'est pas la même chose que pour Beethoven ou pour Ravel qui était extrêmement précis. Alors là, il faut vraiment suivre le mode d'emploi, on peut dire. Voilà, donc en tout cas, ça m'a poussée à la réflexion sur ma propre liberté d'interprète, en effet. Alors donc ce mois-ci, vous sortez un album jubilatoire intitulé Paris est une fête, qui est dirigé par Benjamin Lévy. Qui est Benjamin Lévy? Benjamin, c'est un extraordinaire musicien, chef d'orchestre que j'ai rencontré en 2009, je pense, même peut-être avant. Et qui est... il est vraiment... C'est un très bon ami. Maintenant, c'est devenu vraiment un ami. Je pense qu'on peut l'entendre quand on joue ensemble, qu'il y a une fraternité dans cet album. Il est également percussionniste et directeur de l'Orchestre national de Cannes. Avec lui, on a énormément travaillé ensemble et c'est toujours un grand bonheur parce qu'il n'est pas un chef d'orchestre, on va dire, comme un dictateur. Pour lui, être chef d'orchestre, c'est faire partie de l'orchestre. Et donc, c'est vraiment comme de la musique de chambre. Quand on travaille ensemble, c'est dans un esprit de troupe, dans un esprit comme de troupe de théâtre. C'est d'ailleurs comme ça que s'est construit l'orchestre de chambre Péléas à la base, qui était une réflexion vraiment sur ce qu'est une troupe de théâtre. Et donc, à n'importe quel moment, les musiciens de l'orchestre peuvent arrêter la répétition, donner leur avis. Bien sûr, c'est lui qui mène la danse, si on peut dire, mais... c'est un orchestre français? Oui. Absolument. Donc ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup et les idées sont magnifiques et les musiciens sont incroyables. Et du coup, il n'y a pas du tout cette espèce de hiérarchie, chef, soliste, orchestre. On est tous ensemble, on joue la même musique, on est absolument tous au même niveau. Bien sûr, il y a des leaders, c'est comme ça, parce que sinon, on ne peut pas fonctionner. Mais cet esprit-là, je crois, assez moderne et qui fait beaucoup de bien quand on fait de la musique. Et qui enlève beaucoup de nos épaules aussi. Parce que quand on est chef ou soliste, c'est quand même un certain poids, mais quand ce poids est partagé par tout le monde et que tout le monde est responsable, en fait, c'est plus simple pour nous aussi. Alors, dans cet enregistrement, vous jouez la nouvelle édition du célèbre Tzigane de Maurice Ravel, dont vous avez parlé précédemment. En quoi diffère-t-elle de la version que nous connaissons ? Alors, il y a des petits points qui changent au niveau du rythme, notamment dans la cadence, des silences qui ne sont pas les mêmes, des articulations qui ne sont pas les mêmes. Donc, ça a été très intéressant de voir un peu les changements de cette œuvre qui est tellement souvent jouée, bien sûr. Et on a travaillé très, très précisément également avec Aline Blondiot, qui est qui a fait le son sur ce disque. Et quand on a fait le montage ensemble, on a été très pointilleuse, en effet, sur les recommandations de Maurice Ravel pour cette nouvelle édition. Alors, je vous propose de l'écouter, donc ce fameux Tzigane de Maurice Ravel. Alexandra Soum est au violon. L'orchestre de chambre Péléas est dirigé par Benjamin Lévy.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Tzigane de Ravel, Alexandra Soum était au violon, l'orchestre de chambre Péléas était dirigé par Benjamin Lévy. Alors Alexandra, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau ou deux morceaux de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Alors, moi, j'ai choisi deux petits morceaux d'un double album absolument magnifique qui est sorti en même temps que Paris est une fête. Le double album s'appelle Un lieu à soi. C'est un hommage à la musique anglaise, allant de la musique baroque jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Et j'ai choisi deux extraits. Le premier de Benjamin Britten, donc une folk song qui s'intitule England, avec Clara Isambert-Jarry à la harpe et la soprano Maëlys de Villoutré. Et puis, un autre extrait de ce disque avec Frank Bridge, dans sa pièce Litany, H135, à 3 voix, avec Maëlys de Villoutré, Anaïs Bertrand et Lucille Richadot. Alors nous les écoutons maintenant.
Alors, nous venons d'écouter 2 extraits d'un album qui s'appelle Un lieu à soi, une pièce qui s'appelle Folk Song England de Britain et Litanie de Bridge. Il s'agissait du choix de notre invitée, Alexandra Soum. Alors, Alexandra, je rappelle que vous sortez donc 2 albums, Paris est une fête et Touche. Et vous avez des dates de concert également à partager avec nos auditeurs? Oui, absolument. Je serai le 6 novembre à Paris pour du coup le concert d'ouverture, pour célébrer Paris est une fête avec l'orchestre de Champéléas et Benjamin Lévy. Et puis ici en Belgique, le 27 novembre à Nijmegen, le 30 novembre à Ham et le 9 décembre à Turnhout en compagnie du groupe Carousel. Merci beaucoup Alexandra d'avoir accepté notre invitation. Merci À Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.